Bom, agora temos mais uma pessoa que vai intervir hoje à tarde, que é o nosso amigo Taoufik Raoul Fousseni. Bonjour Taoufik, comment ça va? Bienvenue à notre rencontre. Taoufik, ele é sociólogo, professor da Universidade de Strasbourg, na França, está ligado ao Instituto de Urbanismo e Planejamento associado ao Laboratório Sociedade, Atores, Governo na Europa, e se interessa por questões urbanas e ambientais, procurando compreender a distribuição espacial dos grupos sociais e os conflitos emergentes no contexto do metabolismo urbano e da gestão dos recursos naturais. Sua atual pesquisa diz respeito aos fatores de conflitos entre pastores e agricultores nas zonas rurais do norte do Benin e as práticas locais de sua gestão. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje e refletir e ajudar para a nossa reflexão. Muito obrigado, merci, Taoufik. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup, Ricardo. Merci aux intervenants et merci à tous les participants à ce forum. Alors, je voudrais d'abord partager mon écran pour afficher ma diapo. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Tout à fait. Mais peut-être OK. On voit le mode présentation. D'accord. OK. Est-ce que vous pouvez switcher l'écran? Alors, on voit les notes actuellement. Je ne sais pas si j'arrive à switcher. C'est en bas à droite, là. Le petit icône. Taoufik Raoul, juste en bas. En bas. Le diaporama. Oui, j'ai mon diapo, OK. Après, continue. Non. Continue. Continue. Diaporama, l'autre, oui. Voilà. Celui-là. C'est pas celui-là. C'est bon, là? Ben, c'est bizarre. On voit le mode présentateur. Vous pouvez lancer le diaporama? Alors, oui. Non. Et on va juste non. Vous ne voyez pas, non? Oui. Alors, est-ce que vous voyez la diapo? F5 peut-être, ou en bas? Alors, en fait, il va falloir lancer le diaporama et en fait inverser les écrans. Puis oui, voilà. Et mode présentateur. Oh là là. Écoutez. Si vous voulez lancer le diaporama. Alors, normalement, ouais, je la lance à partir. Paramètres d'affichage. Voilà. Oui. Et basculer. Dupliquer basculer, d'accord. Okay. C'est parfait pour nous. On voit en plein écran. Ben voilà, désolé pour voilà ce temps de réglage technique. Donc, je remercie justement les organisateurs de ce forum qui me donnent l'occasion de partager les résultats d'une recherche que j'ai commencée au Bénin depuis 2 ans maintenant sur les conflits agro-pastoraux. Alors, en fait, il s'agit de conflits donc, qui opposent les agriculteurs et les éleveurs de bovins au nord du Bénin. Peut-être rapidement situer les participants sur la situation géographique du Bénin. Donc, vous voyez bien le point rouge.
Donc, le Bénin, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et mes recherches se déroulent actuellement dans la commune de Bassila, en point rouge sur la carte du Bénin. Alors, cette recherche est partie d'un constat, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on enregistre des affrontements très violents entre les agriculteurs et les éleveurs, des affrontements souvent mortels, puisqu'on assiste à un usage des armes blanches, de sorte que malheureusement le bilan s'alourdit au fil du temps. Et d'un côté, la récurrence de ces conflits, et de l'autre, on voit qu'il y a l'État qui a mis en place, au travers d'une loi qui a été votée en 2018, un mécanisme de gestion de ces conflits qui s'apparente un peu à de la médiation environnementale. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé une question. C'est de savoir comment peut-on expliquer la récurrence de ces conflits alors même qu'il y a des mécanismes de gestion qui sont mis en place. Donc, il y a comme en fait une contradiction entre les résultats obtenus et les moyens qui sont mis en œuvre. Et donc, j'ai voulu questionner alors la manière dont ces conflits sont gérés, puisque l'hypothèse, c'est que si, malgré les moyens et les mécanismes de gestion, malgré cette médiation qui est mise en place, il y a une persistance des conflits, et donc il faut questionner alors les moments de la mise en œuvre de la médiation, à savoir finalement pourquoi la médiation ne peut pas empêcher ces conflits. Et donc voilà un peu la question qui va structurer ma réflexion. Et donc cette réflexion que je vais aborder en deux parties, une partie consacrée donc aux acteurs et à la typologie des conflits qu'on peut rencontrer, et la seconde partie où je vous parlerai justement des moyens mis en place pour gérer ces conflits et la manière, je poserai finalement des pistes justement de solutions, de pratiques qui pourraient permettre justement d'empêcher ou de réduire en tout cas ces conflits-là. Alors d'abord, j'ai parlé des acteurs, donc deux groupes d'acteurs qui s'affrontent régulièrement. Vous avez d'un côté les agriculteurs qui sont des autochtones, c'est-à-dire qui sont nés dans la commune de Bassila, qui ont eu leurs aïeux eux-mêmes nés dans cette commune. Donc ça renvoie un peu à cette notion d'autochtonie, en fait, qui décrit une personne installée sur la terre où elle est née. Alors, donc, ces groupes autochtones donc, sont des agriculteurs qui pratiquent de l'agriculture de subsistance. Donc, on voit bien que l'idée, c'est d'abord une agriculture qui permet de nourrir la famille et d'alimenter le marché local. Alors, avec divers produits allant de céréales au tubercules. En tout cas, l'ensemble des produits qui sont demandés dans cette zone rurale. Alors, un profil particulier de ces agriculteurs, c'est que la plupart n'ont pas été scolarisés et donc ont vécu dans l'organisation traditionnelle de la ferme. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de transformations sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais l'agriculture familiale a beaucoup évolué aujourd'hui pour aller vers des formes beaucoup plus extensives où on voit l'arrivée aussi de certains acteurs qui s'installent aujourd'hui comme des entrepreneurs agricoles. Donc, une agriculture qui se développe et donc qui nécessite, disons, des surfaces de terre plus importantes. Et d'un autre côté, donc, contre ces acteurs autochtones, vous avez des éleveurs de bovins qui proviennent parfois d'autres régions du Bénin ou d'autres pays frontaliers comme le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria. En fait, ces groupes éleveurs sont appartiennent au groupe ethnique Peul, qu'on désigne encore par le terme Fulani, et qui sont
justement des groupes au départ nomades, donc qui font ce qu'on appelle de la transhumance, c'est-à-dire ils quittent une région pour une autre à la recherche de pâturage, de fourrage pour alimenter leur bétail. Et donc, depuis une trentaine d'années, face au changement climatique, justement, les interventions de Ariel et Linette ont mis l'accent sur ce phénomène-là qui est global, qui est mondial. Et donc, et face aussi au développement de l'agriculture qui a occupé plus de surface qu'auparavant, eh bien, les éleveurs ont été obligés de se sédentariser, donc de s'installer de façon durable dans certaines communes, notamment dans la commune de Bassila, au Bénin. Et donc, sur place, ces éleveurs pratiquent ce qu'on appelle le pâturage libre. Comme vous voyez sur la photo, là, on a des animaux qui sont en divagation. Et le cycle de pâturage les mène de leur campement. Alors, parce qu'il faut dire que les éleveurs peuvent, en fait, dès lors qu'ils arrivent dans une localité, ils négocient avec les propriétaires terriens locaux une parcelle de terre sur laquelle ils s'installent et installent leur bétail. Et il y a un cycle de pâturage qui consiste en fait chaque jour pour les éleveurs à partir de leur campement dans la forêt, dans la brousse en fait, à traverser parfois plusieurs dizaines de kilomètres à la recherche de fourrage pour les animaux. Donc comme vous le voyez sur la photo. Et ces troupeaux en fait sont conduits par des jeunes bergers, donc des jeunes qui sont soit des enfants du chef de la ferme Peul, ou bien un jeune engagé pour assurer cette fonction. Et donc, leur parcours les amène justement à la fois à traverser la brousse, mais aussi des exploitations agricoles. Et donc, se nourrissent dans ces exploitations agricoles. Ensuite, dans leur parcours, les animaux pataugent dans les plans d'eau, parfois les ensablent, les comblent, de sorte qu'on a observé depuis plusieurs années maintenant des cours d'eau, des plans d'eau, des marigots qui alimentaient les paysans en eau. Eh bien, ces cours d'eau ont complètement disparu parce qu'ensablés par l'action des éleveurs. Et l'autre conséquence aussi sur la biodiversité, c'est que de plus en plus, en fait, il y a moins d'espèces animales qu'on peut rencontrer dans la zone, parce qu'en raison de la présence permanente du bétail, eh bien, ces petites espèces animales ont dû partir de la commune. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème, une conséquence grave sur la biodiversité, mais également sur les exploitations agricoles. Et donc, ce qui crée des tensions entre les agriculteurs et les éleveurs. Alors, on va rapidement distinguer trois types de conflits qu'on rencontre entre les deux acteurs. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler les conflits hydriques. Ce sont des conflits qui sont liés en fait à l'accès à la ressource en eau, parce que comme je l'ai indiqué, du fait de la raréfaction des pluies et du réchauffement climatique, les rares points d'eau qui sont disponibles pour alimenter les agriculteurs sont donc, disons, pris d'assaut par le bétail qui, évidemment, s'y abreuve au quotidien. Et donc, il y a des conflits qui naissent. Alors, un exemple d'un conflit qui reste un peu dans la mémoire collective des populations locales, c'est en fait un conflit qui a opposé un vieil agriculteur, donc un monsieur d'un certain âge qui, parce que manquant d'eau dans son exploitation, a dû creuser en fait un petit puits de fortune dans un ancien lit de marigots. Et donc, c'est dans ce petit puits-là qu'il s'approvisionne en eau au quotidien.
Et malheureusement, un jour, il arrive et il constate que le berger conduit donc les animaux vers ce puits. Et une fois que les animaux ont fini de s'abreuver, eh bien, ils ont pataugé, ils ont détruit en fait le puits. Et lorsque le paysan a réagi, donc ça a entraîné un affrontement qui malheureusement a conduit à un accident mortel, puisque l'agriculteur en question a été pratiquement mutilé. Ce qui va entraîner la réaction, la révolte des populations locales et une forme de guerre entre les deux groupes. Ensuite, on peut distinguer les conflits agraires qui sont liés plutôt à les exploitations agricoles. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que les troupeaux traversent les exploitations agricoles et à cette occasion, ils détruisent justement les plantations des agriculteurs. Et le troisième type de conflit qu'on peut avoir, c'est justement les conflits liés à des droits d'exploitation des terres. En fait, lorsque les éleveurs arrivent dans la commune, puisque ce sont des étrangers, eh bien, ils contractent, si vous voulez, des liens avec des propriétaires terriens et ces propriétaires-là leur cèdent une partie de leur terre dont leur confère des droits d'usage de cette terre-là. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, cette cession se fait de façon informelle et souvent par un membre d'une collectivité sans que les autres membres en soient informés. De sorte que les autres membres peuvent commencer justement à réclamer des indemnités, des formes de rétribution auprès du peul qui est installé sur les terres. Parce qu'il faut savoir que les peuls, ils font aussi en fait de l'agriculture de subsistance en plus de l'élevage. Donc, ces conflits-là naissent régulièrement selon les populations locales dans ces villages-là. Il y a en moyenne 5 conflits, disons 5 conflits plus ou moins violents mensuellement, par mois. Et je pense que ça va au-delà, puisqu'il y a d'autres conflits qui ne sont pas déclarés ou qui font l'objet d'une gestion à l'amiable entre l'éleveur et l'agriculteur, de sorte qu'on n'arrive pas à les recenser. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est comment la médiation environnementale, justement, peut-elle se poser comme alternative pour régler ces conflits qui se posent. Le premier constat ou la première observation qu'on peut faire, c'est que avant la mise en place de la médiation environnementale, eh bien, il y avait un mode de gestion judiciaire en fait de ces conflits. C'est-à-dire que dès lors que le paysan ou l'agriculteur constate que le bétail a détruit son exploitation, il essaie d'identifier l'auteur. Donc, si c'est un berger, par exemple, il essaie d'identifier la provenance du berger. Donc, il essaie d'établir un lien entre le berger et un campement peul. Et à ce moment-là, il saisit le commissariat local et le commissariat essaie donc de convoquer l'éleveur pour essayer donc de régler le problème selon les règles du droit. C'est-à-dire que l'éleveur doit payer une somme correspondant aux dommages occasionnés aux paysans. Alors, c'est vrai que cette manière de judiciariser ces conflits agro-pastoraux, en fait, n'arrivait pas malheureusement à absorber les conflits, puisque parfois même, c'est ce règlement qui envenime les oppositions, parce que les paysans estiment qu'il y a un mécanisme de corruption entre l'éleveur et la police, puisque les éleveurs, parce qu'ils disposent quand même plus de ressources économiques, vous voyez juste la tête d'un bœuf, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc, les éleveurs ont l'habitude de soudoyer les forces de l'ordre pour que l'affaire soit réglée en leur faveur.
de sorte que malheureusement, les agriculteurs ne sont jamais satisfaits. Alors, ça, c'est la première difficulté, la première limite de ce recours traditionnel à la police. Une autre limite consiste au fait que lorsque l'affaire arrive au niveau de la police, eh bien, le commissaire de police mandate les services, disons, les services techniques du ministère de l'Agriculture, donc leur démembrement local, qui doit se déplacer dans les exploitations endommagées pour poser un constat et évaluer le dommage. Alors, sauf que ce déplacement-là est à la fois à la charge de l'agriculteur et de l'éleveur, de sorte que il arrive finalement que le montant de l'indemnité que l'éleveur doit verser à l'agriculteur n'atteint même pas les dépenses engagées par l'agriculteur. Donc, il y a toujours cette situation d'insatisfaction. Et donc, face à cela, en 2018, le gouvernement a pris la décision de faire voter une loi, et donc qu'on appelait la loi sur la transhumance. C'est en fait une loi qui s'apparente un peu à un code pastoral qui apporte une nouveauté, une innovation, c'est que cette loi a mis en place ce qu'on a appelé l'Agence nationale de gestion de la transhumance. Donc, il y a une agence qui a des démembrements à des échelles locales, au niveau des communes, au niveau des arrondissements et au niveau des villages. Et donc, désormais, lorsqu'il y a un conflit qui éclate suite à une décision d'exploitation agricole, c'est le comité local. Donc, si c'est à l'échelle d'un village, c'est le comité du village qui se charge d'abord de résoudre ce problème. Alors, d'abord, on peut décrire rapidement le mécanisme de fonctionnement de ces comités. C'est-à-dire que lorsque le paysan constate que son exploitation a été endommagée, eh bien, il saisit directement le comité local de la transhumance. Et ce comité-là va convoquer l'auteur, donc le responsable du troupeau, et le comité qui est composé du chef du village, donc de l'élu local, de quelques conseillers du chef du village, des représentants des agriculteurs et des représentants des éleveurs. Et donc, le comité se déplace pour aller constater les dégâts et en fonction de ça, évalue la somme correspondante à verser pour indemniser l'agriculteur. Donc, on voit bien que c'est une médiation qui se met en place à la demande de la victime, mais c'est aussi une médiation qui est bien encadrée par la loi, puisque c'est la loi qui prescrit cette disposition. Alors, selon les chefs de campement que nous avons interrogés, depuis que le comité est mis en place, il semble que les relations sont plus apaisées et que les conflits arrivent à être résolus d'une manière plus disons, apaisée qu'auparavant. Pour autant, les conflits n'ont pas cessé. Donc, on voit bien, il y a une récurrence de conflits, de sorte que l'idée, la question qu'on se pose, c'est finalement de dire que est-ce que cette médiation n'occulte pas la dimension préventive, puisque la médiation doit être à la fois conçue comme un système de résolution de conflits, mais également un système de prévention de conflits, puisque la médiation doit viser à la gestion de la vie sociale, à la cohésion sociale, à établir la paix entre les groupes sociaux. Donc, comment la médiation peut-elle être un moyen de prévention des conflits et d'établissement de paix? Et c'est pour ça que nous disons que finalement, c'est parce que la médiation n'a pas été intégrée dans sa dimension préventive qu'on observe cette récurrence des conflits. Et alors, qu'est-ce qu'il faut justement faire pour intégrer la médiation environnementale en prévention des conflits? C'est d'abord la conception même de la médiation qu'il faut revoir. Parce que la médiation, finalement, doit être
plutôt envisagée comme un système de régulation politique. Lorsque je parle de régulation politique, je veux dire que cette médiation peut permettre justement de faire asseoir les acteurs, donc en prévention des conflits, de faire asseoir des acteurs, d'élaborer des normes de gestion collective de la biodiversité. Et justement, ça renvoie, je crois, à ce qu'Ariel appelle aussi la médiation transformatrice, dans sa capacité à produire des normes de gestion de la biodiversité. Okay. Ça veut dire que, oui. Oui, je crois qu'on est déjà assez avancé dans le temps. D'accord. Est-ce que je peux faire une suggestion? Comme on est tous intéressés à ces questions pratiques de mise en œuvre de la médiation, c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser à Linette et à vous-même. Donc, peut-être, je vous demanderai de conclure et vous aurez la possibilité de revenir là-dessus. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Oui, c'est possible. Justement, j'en venais à la conclusion. Merci. Alors, donc, en quelques mots, justement, c'est de dire finalement que la médiation peut être utilisée en amont, donc pour permettre aux acteurs de se retrouver et d'élaborer ensemble les règles de gestion de l'environnement et de partager justement l'accès et la consommation de la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Taoufik. On va revenir sur ces questions parce que je suis spécialement intéressé aux aspects pratiques